Bonjour Midi, c'est co-créateur, c'est Lilou. Je suis au Salon international du livre de Québec avec Daniel Blouin. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Québec, au froid. Il n'est pas supposé neiger, mais là, il neige dehors. Mi-avril, imaginez, mi-avril, il neige. C'est triste. Ça fait partie de moi pour moi de sortir de ma zone de confort, tu vois, par exemple. Ouais, toi, tu es vraiment sorti de ta zone de confort. Mais je sais que tu aimes ça, sortir de ta zone de confort. Je suis allé voir tes clips sur YouTube. Tu es d'accord avec tout ce que je dis dans mon livre. Alors, on va parler de ton livre, parce que t'es quand même, j'ai lu que tu étais journaliste au Journal de Québec, non, chroniqueur à la base, et puis maintenant auteur, conférencier, etc. Et ça, c'est ton premier livre? C'est mon premier livre. Écoute, moi, voilà 11 mois, l'idée d'écrire un livre ne m'avait même pas traversé l'esprit encore. Et là, il est écrit, il est sorti, il est publié. Et là, je suis ici au Salon du Livre. Jamais j'aurais imaginé ça de toute ma vie, mais c'est exactement ce que je dis dans mon livre. C'est lorsqu'on fait des sorties de zone de confort et qu'on suit son pif, son instinct, son intuition, appelle ça comme tu veux. Je sais que tu comprends ce que je dis puis tu es d'accord avec ça. Mais quand on fait ça, puis on fait des moves pour la bonne raison. Moi, j'ai vendu mon entreprise, par exemple, de communication. J'avais 12 employés à temps plein, 40 employés à temps partiel, à peu près, des pigistes. Et j'ai vendu ça il y a quelques mois. À mon associé, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. J'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, j'ai une maison, j'ai une hypothèque, j'ai tout ça. Là, tout ce qui... Là, il n'y a pas d'excuse, hein, parce que quand on entend ça, c'est vrai que ça fait une sacrée liste de choses qui pourraient justement faire peur et retenir. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire le changement de vie que j'ai fait, je les avais toutes. Le pour et le contre, la liste, la colonne du pour et du contre, j'avais un pour. Le pour, c'est je pense que c'est une bonne idée de vendre ma compagnie. Je pense. Parce que je le sens. Ça suffirait pas un homme d'affaires, ça, pour prendre cette décision. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai mal... Un homme d'affaires. Si c'est un homme d'affaires... Ça, ce serait pas suffisant comme raison pour un homme d'affaires pour vendre une entreprise. Ta raison ne t'a pas aidé à prendre ce choix? Non, pas du tout. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était toujours jamais rationnel, toujours illogique, mais c'était à chaque fois de ma vie, puis j'ai fait ça souvent dans la vie, là, des changements de cap de vie, de travail, de carrière, mais à chaque fois, ça a été les meilleures décisions que je ne pouvais pas prendre de ma vie. Mais sur le moment, s'il avait fallu que j'analyse la situation, est-ce que je devrais faire ça, oui ou non, le pour ou le contre? C'est sûr que j'aurais jamais rien fait de ma vie. Là. Je ferais la même chose que j'ai commencé à faire il y a 20 ans. J'ai été producteur de disques pendant 5 ans, j'ai une compagnie de communication pendant 12 ans. Maintenant, je suis chroniqueur dans un journal, mais voilà 11 mois, je ne savais même pas que je savais écrire. J'écrivais des textos et des courriels. That's it, that's all. Et c'était même pas un rêve d'écrire un livre. Et là, aujourd'hui, 11 mois plus tard, j'ai écrit un livre, je suis ici, toi, tu es là, tu me poses des questions. Salon du livre. Je suis chroniqueur au Journal de Québec, mais il y a plein de choses qui arrivent. On dit souvent qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand on fait un move, quand on se lance dans le vide, on fait confiance à la vie. C'est le classique d'entendre ça, mais c'est vrai. Quand tu fais le move pour la bonne raison, parce que tu vraiment parle-nous de ton intuition, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de bien que tu peux même pas prévoir. Tu peux pas savoir que c'est pas l'ego, c'est autre chose qui veut vivre ça. Comment tu savais que c'était vraiment le truc à faire? Bien, écoute, là, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je me considère un petit peu spécialiste de la chose maintenant, parce que c'est pas la première fois que je fais ça de ma vie. Et plus tu le fais dans la vie, plus tu l'essayes, plus tu te rends compte qu'il n'y a personne qui meurt de ça. Et au contraire, ça s'avère souvent être les meilleures décisions qu'on ne peut pas prendre dans la vie. Et une fois que tu le fais quelques fois, tu réalises que tu fais juste plus prendre confiance en ton intuition, en ton pif. Et tu n'as aucunement peur. Moi, là, le dernier move que j'ai fait, zéro crainte, zéro doute. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie, mais je voulais plus gérer une compagnie de communication. Ça, je savais ça, mais je savais rien d'autre. J'ai vendu, je me suis ouvert, j'ai mis mon doigt dans plein de prises électriques pour voir si je prenais des petits chocs. Il y a plein de prises qui me donnaient des petits chocs. Et à un moment donné, toutes ces prises-là se sont mises ensemble. Il y a une bulle qui m'a pété au cerveau. Et je me suis dit, je veux devenir le spécialiste des gens qui font des changements de vie comme moi j'ai fait souvent.
Et je veux savoir comment ils l'ont fait en détail. Avant, pendant, après. Est-ce qu'il quittait un conjoint? Est-ce qu'il quittait un gros fonds de retraite? Un emploi très stable? Est-ce qu'il avait un conjoint qui avait un salaire à temps plein comme backup? Est-ce qu'ils avaient des enfants? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'ils referaient la même chose? Toutes les leçons. Et je voulais devenir spécialiste de ça. Le livre, c'est mon histoire. Je dis comment j'ai fait ça souvent et je parle en détail. Là. Je parle d'argent, de l'opinion des autres, mon hypothèque, mon fonds de retraite, qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Et, c'est du concret, oui. Pardon? C'est du concret. À un moment, ça devient concret parce que des fois, c'est une idée et c'est ça qui nous fait peur. Il y a tous ces détails, toutes ces peurs qui nous retiennent. Et à un moment, c'est ce saut vers l'inconnu. C'est plein de blocages très concrets, là. L'insécurité financière, j'imagine que tu l'as vécu quand tu as commencé à faire ton projet. À un moment donné, tu te lances, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver, tu le sais pas. Mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, tous les gens que je connais qui ont fait ce genre de move-là dans la vie, de changements importants, des fois, ça peut être des petits changements. Je dis pas qu'il faut absolument faire ça dans la vie, là. Absolument changer pour changer, non. Mais quand tu le sens, tu le sais, les gens, ils le savent. Mais souvent, ils veulent pas le savoir, ils veulent pas l'entendre. Ou ils ont juste peur, justement, insécurité financière, l'opinion des autres, tes amis, tes parents. Mais il ne faut jamais que tu t'arrêtes à ça. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, là, moi, je suis la preuve vivante. Je l'ai fait pas une fois, plusieurs fois. Et je sais que c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Là. Puis ça mène ailleurs, puis ça ouvre des chemins là, fantastiques. Moi, là, je referais exactement la même chose. Puis là, aujourd'hui, je fais ça. Je fais ce que je fais aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Il y a bien une partie de toi qui savait ou que tu avais un minimum confiance en toi dans la vie ou quelque chose quand même pour y aller. Parce que les détails n'étaient pas présents à l'époque. C'est simplement une question de confiance, de ne pas avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Qu'est-ce que ça donne d'avoir peur? Oui, mais si dans le passé, on n'a pas réussi ces projets-là, qu'est-ce qu'on peut se dire pour se donner confiance? Exact. Bien, écoutez, j'imagine que si des gens ont fait ce genre de changement-là, que ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'était pour des mauvaises raisons. J'explique dans mon livre, en tout cas, mon opinion à moi. Je pense qu'il y a des mauvaises raisons de faire des changements de travail, de carrière ou de vie, par exemple. Je ne sais pas, moi, si tout a l'air toujours plus beau chez le voisin, puis c'est toujours l'autre, ton voisin a toujours la job de rêve et ça a tellement de l'air fantastique ce qu'il fait, mais on ne sait jamais l'envers de la médaille. Il y en a toujours il y a toujours un envers de la médaille. Mais si tu changes de travail ou de carrière juste parce que tu es jaloux, tu penses que les autres ont toujours mieux que toi, bien, ça, c'est pas une bonne raison. C'est pas être en lien avec ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans les tripes, puis ta passion de vivre, ta raison d'être, appelle ça comme tu veux. Mais ça, c'est des mauvaises raisons. Peut-être qu'il y en a qui font des changements pour ces raisons-là ou pour gagner 5 000 $ de plus dans un emploi, puis ça valait tellement pas la peine. Ça arrive, ça. Il y en a plein de mauvaises raisons. Non, mais c'est bien d'en parler, je trouve. C'est important de les nommer parce que des fois, on s'en rend pas compte. Ouais, puis on s'en rend pas compte. On fait des choses un peu inconsciemment dans la peur. La peur de pas pouvoir payer ses factures, la peur de pas être à la hauteur, la peur de vouloir peut-être en vouloir de trop, l'ego qui est là. Bien, la peur, c'est le plus gros blocage. Pourquoi plusieurs personnes, je ne sais pas si c'est la majorité, j'ai aucune idée du pourcentage, mais la quantité de gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas parce qu'un jour, ils vont avoir une retraite. Parce que s'ils quittent un gros fonds de retraite, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, un fonds de retraite, bon, c'est le bon terme. Mais il y a combien de gens qui vivent ça dans la vie? Là? Je pense que c'est hallucinant. Là. Si on avait à creuser un petit peu dans la vie des gens, là, ils ne bougent pas pour ne pas perdre l'acquis qu'ils ont. Mais s'ils savaient que s'ils quittaient pour les bonnes raisons, s'ils aiment leur travail, leur vie, ne changez rien, continuez comme ça, jusqu'à temps que vous sentiez que vous devez faire un changement quelconque. Mais l'argent, je veux dire, la vie est courte. Là. Attendre la retraite moi, j'ai 42, admettons, retraite à 65. Il me reste 20 ans encore. 20 ans, c'est long, là, et je peux mourir l'année prochaine. Si on ne pense pas à la mort, moi c'est toujours en lien direct avec mes choix de vie. Hein, parce que si je ne pense pas à ça... Toi, tu as déjà fait des sauts en parachute, par exemple. Exact. Oui. Ouais. Je sens ça tout de suite en toi. Tu fais partie des gens qui, moi aussi, hein, on saute dans le vide, on a envie de ça, on se sent vivant. Hein? Oui, exact. Puis, je veux dire, sauter dans le vide en avion, là, je suis sur le bord de l'avion, la porte est ouverte. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que ça me donne de pas me... Je mourrai pas. Là. C'est quoi le pourcentage de gens qui meurent en se tirant en parachute? C'est probablement plus dangereux de prendre mon automobile puis aller dans la rue tout à l'heure. Fait qu'avoir peur,
ça sert à rien. J'ai vécu des moments extraordinaires en parachute, par exemple. Ça, c'en est un, mais ça, c'est un saut vraiment concret dans le vide. Mais un saut dans la vie, un changement dans le vide, c'est la même chose. Tu as peur, mais ça sert à quoi d'avoir peur? Rien. Tu ne mourras pas là, de faire puis de suivre ton pif, ton instinct. Tu vas être juste plus heureux. Mais il y a toujours une période, par contre, il y a toujours une période de transition. Entre deux zones de confort, là, il y en a une qui est très inconfortable. Je l'ai vécu, mais c'est pas grave. Ça dure un moment, puis ça passe. C'est sûr. Il y a des choses à apprendre aussi. Totalement. Puis moi, souvent, je dis que j'ai reculé d'un pas pour avancer de deux. À chaque fois, c'était ça. J'ai reculé, je faisais moins d'argent, c'était plus insécurisant, c'était plus... je veux dire, à court terme, il n'y avait rien de si positif que ça. Là. Il y avait un risque à prendre. C'est stressant, ça peut être angoissant, mais quelques temps après, tu retombes dans une zone de confort. Là. Oui. Puis ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais ça, c'est dans tous les aspects de la vie. Là. Travail, carrière, relation de couple, whatever. Là. On a tous des petites zones de confort. Mais même si quelqu'un ne veut pas changer de travail, de carrière, par exemple, moi, mon père était professeur au primaire toute sa vie. Il a 70 ans aujourd'hui, il est à la retraite. Mais pendant qu'il était professeur, lui, sa façon de sortir de sa zone de confort, moi, j'ai vécu 2 ans en France, de 2 ans à 4 ans, à Avignon et à Tours. Mais lui, il allait être professeur ailleurs. Il a été professeur en Ontario, en France, puis ça fait partie des plus belles années de sa vie. Mais il n'a pas changé de carrière, il n'a pas changé de travail. Ça se fait, ça. Juste d'aller travailler à l'étranger, changer un petit quelque chose dans sa vie. C'est pas obligé d'être drastique. Moi, j'ai fait souvent des moves drastiques, mais c'est pas... Souvent, on les subit, en fait. C'est-à-dire la vie change tout le temps. On est souvent amené à changer de toute façon. Mais c'est là où on est un petit peu des victimes. Alors que si on prend les devants et que nous, on incite le changement, on ne le vit pas du tout pareil. Parce que le changement, c'est quelque chose de toute façon qu'on va devoir vivre, on est d'accord? C'est de tous les jours. Et moi, je vieillis. Présentement, je vieillis. Demain, je vais être plus vieux. Et un jour, je vais aller au centre de foyer pour personnes âgées. Je vais peut-être être en chaise roulante, mais je n'aurai pas le choix de passer par là. Faut pas que je m'attache à ma journée d'aujourd'hui. On change tout. Comme tu dis, c'est continu. On l'entend souvent, là, que tout est continuellement changeant, mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Mais il ne faut pas s'accrocher à essayer de ne pas perdre ce qu'on a acquis, parce que tu vas le perdre de toute façon. Là. Steve Jobs, il est mort, puis il était milliardaire probablement, mais c'est fini. Puis lui, dans mon livre, je parle de ses leçons de vie. Je parle aussi beaucoup d'une infirmière en Australie, là, Mme Weir, W-A-R-E, qui était infirmière avec les personnes mourantes pendant plusieurs années. Elle a répertorié les plus grands regrets dans la vie de ces gens-là, et c'était toujours les mêmes qui revenaient. Elle les a mis en ordre. Et le plus grand regret qui revenait en numéro 1, c'était d'avoir vécu la vie de quelqu'un pour répondre aux aspirations de d'autres personnes dans leur entourage et de ne pas avoir été fidèle à leurs propres aspirations. Écoutez, ça, c'est c'est pas moi qui l'invente, là. C'est une dame qui travaillait avec des mourants pendant plusieurs années. Donc, moi, je veux pas avoir ces regrets-là. Là. Et je vais peut-être mourir dans 2 ans, dans 5 ans. Et c'est pas égoïste de penser comme ça. Zéro, mais j'avoue que ça, c'est... Plusieurs personnes pensent ça. Mais je vois pas en quoi c'est égoïste de dire je vais être heureux toute ma vie. Tout le monde est... moi, j'ai 3 enfants, j'ai une conjointe. Tout le monde en bénéficie que je sois heureux. Là. Ma petite fille m'a déjà dit un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, je m'ennuie pas du temps que tu étais sérieux. Ah, dans les dents. Mais c'est vrai. Puis tout le monde est content que je sois heureux. Il n'y a personne qui est en désaccord avec ça. Oui, au début, on faisait moins d'argent. C'était insécurisant. Il était stressé. Je dirais que ça a été probablement dans les premiers obstacles à rencontrer quand je faisais des changements. Là, c'était mes enfants qui étaient rendus à 15 ans, 12 ans, 10 ans. Puis eux, ils étaient un petit peu insécures. Ils m'avaient vu depuis leur naissance travailler au même endroit. Et là, tout d'un coup, je lâchais tout. Eux, dans leur tête, j'allais devenir pauvre et c'était l'enfer qui allait suivre. Mais là, ils sont habitués. Ils commencent à connaître ma façon de penser. Ils savent que le livre a été écrit justement là-dessus. Puis ils se rendent compte aujourd'hui qu'on n'est pas mort, que papa est juste plus heureux. Belle preuve pour eux. Hein? Et là, ils savent que ça se peut que ça se reproduise dans ma vie, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe. Donc, c'est beaucoup moins angoissant, c'est beaucoup moins stressant. Et je me suis mis moins de pression aussi financière, c'est-à-dire que je ne pense pas à la retraite, je ne veux plus penser à ça parce que j'ai décidé
Ça revient toujours à une décision, n'importe quoi. J'ai décidé que j'allais travailler toute ma vie, mais j'allais travailler, j'allais avoir du fun toute ma vie et être payé. Par exemple, je nomme plein de gens riches qui ont aucunement besoin de travailler dans la vie, qui sont rendus à 71 ans, 80 ans, et je parle d'un monsieur Kane, par exemple, ici. Tu as plein de photos dedans aussi. Monsieur Kane, qui a 106 ans. C'est ça, Irving Kane, qui travaille encore 106 ans, qui travaille encore 5 heures par jour dans son bureau à New York. Mais il n'a pas besoin d'être à la retraite. Il aime ça, ce qu'il fait. Et lui, arrêter de travailler... Pourquoi arrêter de travailler? J'aime ça. Je ne veux pas arrêter d'aimer ça. Paul McCartney a dit exactement la même chose. Il a 71 ans, environ 71-72, il l'a dit lui-même. Si on ne me payait pas pour faire... Il fait encore plein de spectacles à 71 ans. Si on ne me payait pas, je ferais exactement la même chose. Mais là, on me paye. Oui, je la prends l'argent, mais je ferais exactement... Je ne veux pas arrêter de travailler. J'aime ce que je fais. Ça, c'est des vrais choix. Mais il y en a plein d'exemples comme ça dans le monde. Des gens qui ne veulent pas être à la retraite, ils aiment ce qu'ils font, mais pas besoin d'accumuler un montant extraordinaire d'économie pour vivre comme ça. Parce que tu sais que tu vas travailler toute ta vie. Ton but, c'est pas d'arrêter, puis hey, vite, ça presse, il faut que je ramasse beaucoup d'argent, parce que là, il faut que j'ai un gros moton, parce qu'après ça, je vais arrêter complètement. Et la pression des parents d'avoir les enfants qui vont aux études et qu'il faut payer les études coûtent cher au Québec, dans le monde peut-être, comment ça se passe? Comment on gère ça, cette peur-là pour les enfants, pour léguer, de léguer peut-être quelque chose ou de l'argent pour pouvoir payer ses études? Mais vois-tu... Quand on fait des choix justement comme ça financièrement. Oui, mais j'ai pas l'objectif de léguer tant que ça d'argent. Pour de vrai, non. Je le dis exactement dans mon livre. Si le jour, par exemple, si je meurs aujourd'hui, là, si je meurs ou demain, là, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, dans laquelle je suis plus fier présentement, c'est mon livre. Et je dis probablement que si je meurs, bel héritage. J'ai pas 1 million dans mon compte de banque à léguer à mes enfants, pas du tout. Mais je vais pouvoir laisser mon livre et j'aime beaucoup mieux qu'ils lisent mon livre que de leur laisser 100 000 $, 300 000 mais on s'en fout, là. Ils vont gagner leur vie. J'ai gagné ma vie. J'ai jamais hérité de rien dans ma vie. Mes parents sont encore vivants. Mais j'ai fait mon chemin tout seul. Pas obligé d'hériter pour être heureux. Il n'y a pas de but. Tant mieux. Là. Tant mieux si je meurs et je laisse un héritage. C'est pas un but dans la vie. Là. Mais mes enfants sont... Non, mais beaucoup de personnes peuvent avoir cette conversation-là. C'est bien d'en parler. Merci d'être ouvert et d'en parler comme ça. Ben oui, il y en a plusieurs que c'est un objectif dans la vie de laisser un héritage. Ben, c'est de se mettre une pression. Oui. Si les gens aiment se mettre cette pression-là, tant mieux. Moi, je la veux pas. Non, mais c'est vrai, puis c'est rien contre mes enfants. Là. Ils ne seront pas dans la misère parce que j'ai pas laissé d'héritage. Mais je vais peut-être en laisser un aussi, là, je dis ça, mais tant mieux si j'en laisse un. Là. J'ai quand même des économies, mais c'est pas un but dans ma vie. Là. J'en ai jamais eu d'héritage et je vis très bien aujourd'hui et je fais pas pitié. Donc, il n'y a pas personne qui va faire pitié si je laisse pas d'héritage non plus. Là. Je pense. Donc il y a une notion aussi à l'argent qui a changé quand même, ou qui a jamais été vraiment... Parce que pour beaucoup de personnes, c'est l'excuse numéro 1. Je suis d'accord. Ils ne le voient pas comme une excuse, mais il y a une petite excuse quand même là, hein? Mais tu as totalement raison. Mais j'ai jamais... Mes choix de carrière, c'était jamais des choix de carrière dans l'objectif d'avoir un emploi avec un gros salaire. Et j'ai jamais choisi une carrière parce qu'il y avait plein de possibilités d'emploi et que c'était un choix de carrière avec... Que les orienteurs recommandent parce que non, 0. Ça c'est la pire chose à faire, moi je pense. Fais quelque chose que tu aimes. On l'entend souvent, mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Tu n'as pas besoin de 1000 portes ouvertes, tu en as besoin de une. Moi, j'ai été producteur de disques. Moi, mon orienteur à l'école m'a pas dit « Hey, il faudrait absolument, là, ça c'est une bonne idée, va-t'en, producteur de disques, il y a plein de possibilités de carrière, d'emploi. » Non. Il n'y a pas personne. Non, mais c'est vrai. Une de mes meilleures amies qui a écrit justement la préface du livre, Annie Brocoli, c'est une chanteuse pour enfants, animatrice de télévision très populaire au Québec. Tout le monde la connaît. Mais elle, un jour, a décidé, elle était serveuse, travaillait dans les restaurants, décidé, j'ai vu son premier spectacle, La Vie. Là. Elle a dit, moi, là, ce qui m'allume, ma passion, je veux être chanteuse pour enfants. Il n'y a pas un orienteur à l'école qui lui aurait dit « Hey, j'ai une bonne idée pour toi, tu pourrais être chanteuse pour enfants. » Mais elle a fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, elle est chanteuse pour enfants plusieurs années plus tard. C'était la meilleure décision qu'elle ne pouvait pas prendre de toute sa vie. Là. Elle n'avait pas besoin de 1000 portes vertes, juste de une. Puis à l'époque, il y avait
une autre chanteuse pour enfants. Pas 10, pas 20, pas 500. Il n'y a pas de syndicat de chanteuses pour enfants. Il n'y a pas de fonds de retraite de chanteuses pour enfants. Mais c'est ce que je veux dire dans le livre. Soyez pas rationnel à ce niveau-là. Ça sert à rien. Ayez du fun, ayez du plaisir, puis vous allez en faire de l'argent, puis ça va bien aller, puis c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du pelletage de nuages. C'est vrai, c'est concret, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah, belle rencontre, merci. Merci de t'ouvrir comme ça, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Moi aussi. Tu dois avoir hâte de quitter le Québec, hein, avec la neige. Oh non, j'adore, ça me nourrit. J'aime la neige. Cool. Et le froid. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de la partager. Hein, c'est fait pour ça. Grâce à Internet, ça diffuse, ça part. Et puis parce que ça peut faire du bien à un proche, à quelqu'un que vous connaissez, qui a peut-être un petit coup de blues là et qui hésite. Des fois, il faut juste un petit push comme ça. Hein. Hop là, allez, vas-y, allez, saute. Exact. Sautez, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous, on vous embrasse, hein, du Québec. Bye. Bye.